Ma maison lui était toujours ouverte, et quand je dis ouverte, ce n'est pas une image, ce n'est pas une façon de parler, c'est une réalité concrète, quotidienne, presque banale, une porte qui n'était jamais vraiment fermée, une lumière qui restait allumée plus longtemps que nécessaire, une table dressée même quand je ne savais pas s'il viendrait, une attente silencieuse qui s'était installée sans que je m'en rende compte. Il pouvait arriver à n'importe quelle heure, parfois fatigué, parfois silencieux, parfois agacé par des choses qu'il ne prenait même pas la peine d'expliquer, et moi je m'adaptais, systématiquement, instinctivement, comme si mon rôle dans cette relation était précisément celui-là. Être le lieu où il pouvait se poser sans effort, sans justification, sans conséquence. Je connaissais le bruit exact de ses pas dans l'escalier, la façon dont il s'arrêtait toujours une demi-seconde avant de frapper, la manière dont il entrait sans vraiment demander la permission, comme quelqu'un qui se sent chez lui depuis longtemps, et avant même qu'il ne soit là, je modifiais déjà l'atmosphère. Je rangeais des objets inutiles, je préparais quelque chose à boire, je faisais de la place, toujours de la place. Ma maison n'était plus seulement un espace de vie, elle était devenue une extension de moi-même, un prolongement de cette disponibilité constante que j'offrais sans réfléchir, sans mesurer ce que cela me coûtait réellement. Je croyais sincèrement que c'était cela aimer, être présente, être fiable, être celle qui ne ferme jamais la porte, ni physiquement, ni émotionnellement, celle qui ne dit jamais non quand l'autre a besoin d'entrer, de parler, ou simplement d'être là. Il pensait que j'étais loyale, totalement loyale, et il n'avait aucune raison de penser autrement, parce que je respectais toutes les règles visibles, toutes les attentes sociales de la fidélité, je n'avais pas de secrets apparents, pas de comportements suspects, pas de silences inquiétants, j'étais cohérente, constante, rassurante. Je n'avais encore rien trahi. Pas encore. Mais intérieurement, quelque chose avait déjà commencé à se transformer, lentement, très lentement, presque imperceptiblement, comme une fatigue sourde qui ne se manifeste pas par des cris ou des larmes, mais par une sensation permanente de décalage, une impression de vivre légèrement à côté de sa propre vie. Je continuais à faire tout ce qu'il fallait faire, à dire tout ce qu'il fallait dire, à répondre présent, à sourire au bon moment, à écouter sans interrompre, à soutenir sans faillir, et plus je remplissais ce rôle, plus je sentais que je m'effaçais doucement derrière cette version de moi-même que j'avais construite pour être aimable, acceptable, irréprochable. Je n'étais pas malheureuse, et c'est précisément ce qui rendait tout plus confus, parce que le malheur aurait été une explication simple, presque confortable, mais je n'étais pas malheureuse, j'étais fonctionnelle, organisée, utile, efficace, présente. Je vivais dans un état étrange, où tout semblait aller bien à l'extérieur, mais où rien ne vibrait vraiment à l'intérieur. Les jours passaient, se ressemblaient, s'enchaînaient sans heurts, et je participais à cette vie comme on participe à une routine bien rodée, en répétant les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes attentions, sans jamais me demander si elles venaient encore d'un endroit vivant en moi. Et plus le temps passait, plus je ressentais cette fatigue particulière, celle qui ne disparaît pas avec le repos, celle qui ne s'explique pas par le stress ou le surmenage, celle qui vient du fait de se contenir en permanence, de ne jamais laisser tomber le masque, même quand personne ne regarde. Je me disais que je n'avais aucune raison valable de ressentir cela, que j'avais une relation stable, une maison pleine, quelqu'un qui me faisait confiance sans réserve, quelqu'un qui pensait pouvoir entrer chez moi à tout moment sans jamais se demander s'il dérangeait. Et c'est justement cette confiance totale qui devenait lourde, presque étouffante, parce qu'elle m'enfermait dans une image de moi que je ne savais plus comment habiter. Je n'ai jamais décidé de vivre de vie. Je ne me suis jamais réveillée un matin en me disant que j'allais mentir, tromper, ou franchir une limite irréversible. Ce qui s'est passé est beaucoup plus lent, beaucoup plus diffus, presque invisible. J'ai commencé par vivre deux états intérieurs, deux rythmes émotionnels qui ne se rencontraient plus, l'un tourné vers l'extérieur, stable, fiable, rassurant, et l'autre tourné vers l'intérieur, fragile, silencieux, affamé de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Avec l'un, je continuais à être celle que tout le monde connaissait, celle dont la maison était toujours ouverte, celle qui accueillait sans poser de questions. Avec l'autre, je devenais quelqu'un de plus flou, de plus confus, de plus fatigué, quelqu'un qui ressentait un manque sans objet précis, une envie sans direction claire. Et cet écart, au fil du temps, devenait de plus en plus difficile à ignorer. Ma maison restait ouverte. Les portes, les fenêtres, les habitudes, tout restait exactement pareil. Mais à l'intérieur, quelque chose se refermait doucement. Pas par méchanceté.
Pas par calcul. Pas par désir de faire du mal. Mais parce que rester ouverte en permanence me demandait une énergie que je n'avais plus. Et sans que rien ne soit encore visible, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, sans qu'aucune accusation ne soit possible, la première vraie distance s'est installée. Pas entre lui et moi. Mais entre moi et la personne que j'étais devenue, sans même m'en rendre compte. Et même quand je restais seule dans la maison, quand le silence reprenait sa place, quand les objets retrouvaient leur immobilité, je continuais à me comporter comme s'il pouvait entrer d'un instant à l'autre, comme si sa présence avait laissé une trace permanente dans l'air, dans les murs, dans ma façon de me déplacer d'une pièce à l'autre. Je marchais plus doucement, je parlais moins fort, je faisais attention à des détails qui n'avaient plus vraiment de sens, comme si tout devait rester prêt, intact, disponible, au cas où il reviendrait sans prévenir, comme il le faisait toujours. Même en son absence, ma maison restait ouverte pour lui. Et moi, je restais dans cet état d'attente étrange, pas une attente consciente, pas une impatience, mais une disponibilité constante, une vigilance discrète, presque automatique, qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Je me surprenais parfois à m'asseoir sans raison précise, simplement pour écouter le silence, pour vérifier s'il n'y avait pas un bruit familier, un pas dans l'escalier, une clé dans la serrure, et quand rien ne venait, je ressentais à la fois un soulagement et une forme de vide difficile à expliquer. Je me demandais alors à quel moment j'avais commencé à vivre ainsi, dans cette suspension permanente, dans cette posture intérieure où ma propre vie semblait toujours en pause, prête à reprendre seulement quand quelqu'un d'autre franchirait le seuil. Je repensais au début, à cette période où ouvrir la porte était un choix, un geste volontaire, presque joyeux, et je me demandais quand ce choix s'était transformé en obligation silencieuse, en automatisme émotionnel, en évidence non questionnée. Il n'avait jamais exigé que ma maison soit toujours ouverte. Il n'avait jamais formulé cette attente à voix haute. Et pourtant, elle existait, implicite, installée dans la routine, dans les habitudes, dans cette certitude qu'il avait de pouvoir venir sans se demander si c'était le bon moment. Je ne lui en voulais pas. Je ne lui reprochais rien. Parce que, au fond, j'avais moi-même construit cette situation, pierre après pierre, geste après geste, en disant oui quand j'aurais pu dire attends, en souriant quand j'aurais pu me taire, en ouvrant quand j'aurais pu simplement rester fermé un instant. Et plus je prenais conscience de cela, plus une fatigue différente s'installait, une fatigue mêlée de lucidité, celle qui ne vient pas de l'effort, mais de la compréhension tardive. Je comprenais que je m'étais rendu indispensable sans qu'on me le demande. Je comprenais que j'avais confondu l'amour avec la disponibilité totale. Je comprenais que j'avais fait de ma maison un refuge pour l'autre, sans jamais me demander si moi aussi, j'avais encore un endroit où me réfugier. Et cette pensée revenait, encore et encore, sous différentes formes, comme une question que je n'osais pas formuler clairement, mais qui s'imposait malgré tout, lentement, insidieusement. Qui étais-je devenu, dans cette maison toujours ouverte? Était-ce encore un choix? Ou était-ce simplement une habitude devenue trop lourde pour être remise en question? Et cette maison, qui avait été pensée comme un lieu de vie, de partage, de chaleur, était devenue, sans que je le décide consciemment, le théâtre d'une répétition infinie, où chaque jour ressemblait au précédent, où chaque geste était rejoué avec la même précision, la même attention, la même retenue. Je me rendais compte que même quand j'étais seule, je continuais à vivre comme si quelqu'un observait, comme si chaque mouvement devait rester cohérent avec l'image que j'avais construite, comme si fermer une porte intérieure pouvait provoquer quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Je me demandais parfois ce qui se passerait si, un jour, je ne répondais pas, si je laissais la porte fermée, si je ne préparais rien, si je ne faisais pas de place. Et cette simple idée suffisait à créer une tension étrange, un mélange de peur, de culpabilité et de soulagement, preuve que quelque chose, dans cette relation, avait dépassé le cadre du choix libre. Je comprenais alors que ce n'était pas seulement lui que j'accueillais sans condition, mais une version de moi-même que je ne savais plus comment remettre en question. Une femme toujours présente. Toujours disponible. Toujours ouverte. Et cette prise de conscience, loin de me libérer immédiatement, me laissait dans un état de suspension, comme si j'étais à la fois consciente du problème et incapable, pour l'instant, d'y répondre. Parce que fermer une porte, ce n'est pas seulement un geste. C'est une décision. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore prête à la prendre. À partir de ce moment-là, quelque chose a commencé à se déplacer en moi, pas de façon brutale,
pas comme une rupture évidente, mais comme un glissement lent, presque imperceptible, une modification subtile de l'équilibre intérieur que je n'aurais pas su nommer sur le moment, mais qui, avec le recul, a tout changé. Rien n'avait encore explosé. Rien n'était visible. Et pourtant, tout était déjà différent. Je continuais à vivre dans cette maison qui lui était toujours ouverte, je continuais à accueillir sa présence, ses silences, ses habitudes, avec la même apparence de disponibilité, mais intérieurement, je n'étais plus exactement au même endroit. Je l'écoutais parler, je répondais quand il le fallait, je souriais aux moments attendus, mais je me rendais compte que mon attention glissait parfois ailleurs, comme si une partie de moi n'était plus totalement engagée dans ce qui se passait sous mes yeux. Je me surprenais à être distraite, à perdre le fil de certaines conversations, à hocher la tête sans vraiment intégrer chaque mot, et cette distance nouvelle me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Je n'avais jamais été quelqu'un de distrait. Je n'avais jamais été absente dans mes relations. Et pourtant, quelque chose en moi commençait à se retirer doucement, sans bruit, sans colère, sans drame. C'était comme si une frontière intérieure, jusque-là très claire, très nette, avait commencé à s'effacer. Pas une frontière entre le bien et le mal. Mais une frontière entre ce qui m'appartenait encore vraiment et ce que je faisais simplement par habitude. Je continuais à ouvrir la porte. Mais je ne savais plus exactement pourquoi. Je continuais à faire de la place. Mais je ne savais plus exactement pour qui. Et c'est dans cet espace flou que d'autres pensées ont commencé à apparaître. Pas des pensées de trahison. Pas des projets. Pas des intentions. Plutôt des questions silencieuses, des interrogations sans réponse, qui revenaient régulièrement, surtout dans les moments de solitude. Qui serais-je si je n'étais plus cette femme toujours disponible? Que resterait-il de moi si je cessais d'être ce refuge constant? Est-ce que quelqu'un me verrait encore si je fermais la porte, ne serait-ce qu'un instant? Je ne formulais jamais ces questions à voix haute. Je ne les écrivais pas. Je ne les partageais avec personne. Elles restaient là, à l'intérieur, tournant lentement, comme un moteur invisible. Et plus elle tournait, plus je ressentais ce besoin étrange de silence, de distance, d'un espace où je n'aurais pas à répondre, pas à expliquer, pas à soutenir. C'est à ce moment-là que certaines conversations ont pris une importance inattendue. Des échanges qui, objectivement, n'avaient rien d'extraordinaire. Des phrases simples. Des mots ordinaires. Mais qui, pour moi, représentaient quelque chose de différent. Avec cette autre présence, je n'avais pas besoin d'être cohérente. Je pouvais dire que je ne savais pas. Je pouvais hésiter. Je pouvais être floue. Et personne ne cherchait à corriger cela. Je ne ressentais pas de pression. Pas d'attente précise. Pas de rôle à tenir. Et cette absence de rôle était profondément apaisante. Je me disais que cela ne signifiait rien. Que c'était simplement agréable de parler sans enjeu. Que cela ne remettait rien en question. Que je restais exactement la même personne. Mais en réalité, quelque chose avait déjà commencé à se fragmenter. Je compartimentais. Je séparais les espaces, les pensées, les émotions. Chez moi, je restais celle que j'avais toujours été. Ailleurs, je devenais quelqu'un de plus léger, de moins défini, de plus libre, sans même oser utiliser ce mot. Je faisais attention. Je surveillais mes paroles. Je choisissais ce que je disais et ce que je gardais pour moi. Non pas parce que j'avais quelque chose de précis à cacher. Mais parce que je sentais que certaines vérités ne pouvaient plus coexister dans le même espace sans créer une tension insupportable. Je me disais que je contrôlais la situation. Je me disais que je pouvais arrêter quand je le voulais. Je me disais que tant que rien n'était dit, tant que rien n'était officialisé, tant que tout restait dans cet entre-deux confortable, il n'y avait pas réellement de faute. Mais cet entre-deux n'était pas neutre. Il me transformait. Je commençais à ressentir une forme de culpabilité diffuse, pas liée à un acte précis, mais à un état intérieur, à cette sensation de ne plus être totalement alignée avec ce que je montrais. Je continuais à ouvrir la porte de ma maison. Mais je fermais certaines portes en moi. Je devenais plus attentive à des détails insignifiants, l'heure à laquelle je répondais, le ton que j'employais, les silences que je laissais s'installer. Tout devenait une question d'équilibre. Ne pas trop donner. Ne pas trop retirer.
Ne pas laisser paraître ce qui n'avait pas encore de nom. Et ce qui me troublait le plus, ce n'était pas la peur d'être découverte. C'était la possibilité que personne ne remarque rien. Parce que cela aurait signifié que je pouvais continuer ainsi. Que cette double vie intérieure pouvait devenir la norme. Que je pouvais rester dans ce flou indéfiniment, sans jamais être obligé de choisir. Je vivais avec cette sensation étrange d'être à la fois présente et absente, fidèle et distante, engagée et ailleurs. Et plus le temps passait, plus je sentais que quelque chose approchait. Pas un événement précis. Mais un moment de bascule. Un point où cette frontière effacée ne pourrait plus être ignorée. Je ne savais pas encore quand. Je ne savais pas encore comment. Mais je savais, au fond, que rien ne resterait comme avant. Parce qu'une frontière qui disparaît ne réapparaît jamais vraiment. Et ce qui est étrange, avec le recul, c'est que je ne me sentais pas comme quelqu'un qui mentait activement. Je me sentais plutôt comme quelqu'un qui retenait certaines vérités, comme si le silence était devenu une forme de protection, pas seulement pour les autres, mais aussi pour moi. Je continuais à vivre dans une forme de normalité apparente. Les gestes étaient les mêmes. Les habitudes aussi. Mais intérieurement, je passais de plus en plus de temps à observer ce que je ressentais, à analyser chaque émotion, chaque réaction, comme si je cherchais à comprendre à quel moment exact j'avais commencé à m'éloigner sans vraiment partir. Je me disais souvent que ce n'était qu'une phase. Un passage. Un moment de fatigue émotionnelle. Après tout, tout le monde traverse des périodes de doute. Tout le monde se pose des questions. Et je m'accrochais à cette idée, parce qu'elle me permettait de ne pas remettre en cause l'ensemble de ma vie. Mais au fond, je savais que ce n'était pas si simple. Car il y avait ces instants précis, souvent très courts, parfois presque insignifiants, où je ressentais quelque chose de nouveau. Pas une excitation brutale. Pas une passion incontrôlable. Plutôt une sensation de reconnaissance. Comme si quelqu'un, quelque part, voyait une partie de moi que j'avais moi-même oubliée. Et cette sensation-là était dangereuse. Parce qu'elle ne criait pas. Elle ne demandait rien. Elle s'installait doucement. Je n'avais pas l'impression de franchir une ligne. J'avais l'impression que la ligne se déplaçait toute seule, lentement, pendant que je restais immobile. Je continuais à me répéter que je n'étais pas ce genre de personne. Que je ne pouvais pas devenir celle qui vit dans le non-dit. Que je n'étais pas faite pour le double jeu. Et pourtant, chaque jour, je m'y habituais un peu plus. Je m'habituais à cette tension discrète dans la poitrine. À cette vigilance constante. À cette façon de mesurer mes mots, même dans mes propres pensées. Il y avait aussi la peur. Pas une peur panique. Mais une peur sourde, permanente. La peur de blesser. La peur de perdre. La peur de devoir choisir. Parce que choisir aurait signifié renoncer à une partie de moi. Et je ne savais pas encore laquelle. Je continuais à ouvrir ma maison. Toujours. Comme avant. Mais parfois, en fermant la porte derrière lui, je restais immobile quelques secondes de plus que d'habitude, la main encore posée sur la poignée, le regard perdu, comme si je sentais que ce lieu, qui avait toujours été un symbole d'accueil, devenait aussi un espace de contradiction. Un endroit où cohabitaient des vérités qui ne se parlaient plus. Je me surprenais à penser à des scénarios. Pas des plans. Pas des décisions. Juste des « et si ». Et si les choses étaient différentes? Et si je n'avais plus à être celle qui tient tout ensemble? Et si je pouvais simplement exister sans devoir être irréprochable? Ces pensées ne duraient jamais longtemps. Je les repoussais. Je les rangeais soigneusement. Mais elles revenaient toujours. Plus le temps passait, plus je sentais que mon corps lui-même réagissait. Une fatigue plus profonde. Des nuits moins paisibles. Un esprit qui ne s'éteignait jamais vraiment. Je souriais, mais mon sourire demandait un effort. Je rassurais, mais mes mots perdaient un peu de leur poids. Et ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas de tout perdre. C'était de continuer ainsi sans que rien ne change, jusqu'au jour où je ne me reconnaîtrais plus du tout. Je savais que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Aucune vie construite sur des silences ne le peut. Quelque chose devait céder. Soit la façade. Soit l'équilibre fragile que j'avais créé.
Je sentais que je me rapprochais d'un point où les choses ne seraient plus contrôlables, où une parole, un regard, un détail suffirait à tout faire basculer. Et malgré la peur, malgré la culpabilité, malgré la confusion, une part de moi savait que ce basculement serait aussi une forme de vérité. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement entre deux mondes sans finir par se perdre. Et même si je ne savais pas encore comment, ni quand, je comprenais que la suite ne serait pas douce. Elle serait nécessaire. Je croyais que le plus difficile serait de mentir. D'inventer des horaires. D'effacer des messages. De contrôler mes expressions. Mais j'avais tort. Le plus difficile, ce n'est pas le mensonge. Le plus difficile, c'est le moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de mentir. Parce que l'autre sait déjà. Parce que ton corps te trahit. Parce que ton silence parle à ta place. Il n'y a pas eu de scène. Pas de cris. Pas de phrases violentes lancées comme des couteaux. Il n'y a eu qu'un regard. Un regard calme. Fatigué. Un regard qui ne cherche plus la vérité. Parce qu'il l'a déjà trouvée. Ce jour-là, il est rentré plus tôt que prévu. Je m'en souviens avec une précision presque douloureuse. La lumière de fin d'après-midi. Le bruit de la porte. Ses clés posées lentement sur la table. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas souri non plus. Je suis restée immobile. Il m'a regardé longtemps. Pas avec colère. Pas avec haine. Avec une tristesse profonde. Celle de quelqu'un qui comprend qu'il a aimé une illusion. Puis il a parlé. D'une voix basse. Maîtrisée. Depuis combien de temps tu n'es plus vraiment là? Ce n'était pas une question. C'était un constat. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser. Pas brutalement. Lentement. Comme une fissure qui traverse un mur porteur. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas cherché à expliquer. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête. Et ce geste minuscule a tout détruit. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de version à défendre. Plus de rôle à jouer. Plus de façade. Il a reculé d'un pas. Comme s'il avait besoin d'espace pour respirer. Puis il a dit. Je ne reconnais plus la femme que j'aimais. Ces mots-là ne crient pas. Ils s'installent. Ils reviennent la nuit. Ils s'accrochent aux souvenirs heureux pour les abîmer. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas voulu savoir avec qui. Ni combien de fois. Parce que parfois, les détails font encore plus mal que la vérité brute. Les jours suivants ont été irréels. Nous vivions encore dans la même maison. Mais plus dans la même histoire. Tout était devenu étrange. Lent. Lourd. Les gestes simples étaient insupportables. Faire du café. Croiser son regard dans le couloir. Entendre sa respiration la nuit. Il parlait peu. Moi encore moins. Chaque silence était une phrase non dite. Chaque regard évité était une accusation muette. Je voulais m'excuser. Mais je savais que le mot « pardon » n'avait plus de sens. Parce que certaines blessures ne cherchent pas des excuses. Elles cherchent du sens. Et je n'en avais pas à offrir. Un soir, il a dit. Je vais partir quelques jours. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce que ça voulait dire. Les quelques jours sont souvent le début d'un adieu lent. Quand la porte s'est refermée derrière lui. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Je me suis assise par terre. Dos contre le mur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai arrêté de fuir. Ce que j'ai ressenti n'était pas seulement de la culpabilité. C'était le vide. Un vide immense. Silencieux. Glacial. Parce que trahir quelqu'un, ce n'est pas seulement le perdre. C'est se perdre soi-même. C'est vivre avec deux versions de soi. Celle que le monde voit. Et celle qui se cache. Pleine de honte. Pleine de contradictions. Les semaines ont passé. Nous avons parlé. Calmement. Trop calmement. Il voulait comprendre. Moi,
Je cherchais encore. Je n'étais pas malheureuse. Je n'étais pas maltraitée. Je n'étais pas ignorée. J'étais absente à moi-même. Je m'étais perdue dans une vie trop confortable. Dans un rôle trop bien joué. Dans une image trop propre. Et au lieu de partir, au lieu de parler, au lieu d'assumer, j'ai trahi. Il a fini par partir définitivement. Sans cri. Sans vengeance. Avec une dignité qui fait encore plus mal que la colère. Le jour où il a emporté ses dernières affaires, la maison est devenue trop grande. Trop silencieuse. Chaque pièce gardait une trace de lui. Chaque objet semblait me regarder. Avec le temps, les autres ont su. Les amis. La famille. Certains ont jugé. D'autres ont détourné le regard. Quelques-uns ont essayé de comprendre. Mais la solitude reste la même. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne cherche plus à me justifier. Je ne dis pas « ça arrive ». Je ne dis pas « j'ai fait une erreur ». Je dis « je n'étais pas honnête avec moi-même ». Et c'est là que commencent les vraies trahisons. Parce qu'avant de mentir à quelqu'un qu'on aime, on se ment longtemps à soi. On fait semblant d'aller bien. On minimise. On repousse les questions. Jusqu'au jour où quelqu'un paie le prix de notre lâcheté. Cette histoire n'est pas là pour excuser. Elle est là pour mettre des mots là où il n'y en a jamais eu. Pour rappeler que l'amour ne meurt pas toujours d'un manque d'amour, mais d'un manque de vérité. Parfois, la maison reste ouverte. La table est mise. Le lit est partagé. Mais le cœur est déjà ailleurs. Et la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi ai-je trompé ?» mais « pourquoi ai-je eu si peur d'être entière ?» Si tu as vécu quelque chose de similaire? Si tu as été celui qui attendait? Ou celui qui se cachait? Partage-le. Ici, on ne juge pas. On écoute. Parce que personne ne prévoit de faire mal. Mais quand ça arrive, le silence n'aide jamais. Après son départ, le temps a changé de texture. Les jours existaient encore, mais ils n'avaient plus de poids. Ils passaient sans laisser de traces, comme si ma vie avançait sans moi. Le matin, je me réveillais avant le réveil. Pas parce que j'étais reposée. Mais parce que mon corps refusait de dormir plus longtemps dans le mensonge. La maison était silencieuse. Un silence différent. Pas reposant. Accusateur. Chaque objet semblait déplacé. Chaque espace rappelait une absence. Et je comprenais enfin que le vide n'était pas autour de moi. Il était en moi. Les gens ont commencé à poser des questions. Des questions déguisées. Des phrases prudentes. Ça va, en ce moment? Vous êtes discrets, tous les deux. Je répondais peu. Je souriais parfois. Je jouais encore un rôle. Parce que même après la chute, on continue souvent à faire semblant. Puis la vérité s'est installée. Pas d'un coup. Par petites fuites. Un ami qui s'éloigne. Un regard qui change. Un silence trop long lors d'un dîner. On ne me criait pas dessus. On ne m'attaquait pas. Mais je sentais le jugement flotter dans l'air. Et ce jugement-là était plus dur que n'importe quelle insulte. Certains me disaient « Tu aurais dû partir avant ». D'autres « Comment as-tu pu lui faire ça ?» Mais personne ne demandait « Comment en es-tu arrivé là ?» Et moi-même, je n'osais pas encore répondre à cette question. Les nuits étaient les pires. Pas de bruit. Pas de distraction. Juste moi, face à mes pensées. Je repensais à chaque moment où j'aurais pu parler. À chaque fois où j'ai choisi le confort plutôt que la vérité. À chaque silence que j'ai préféré à un conflit. Et peu à peu, une idée s'est imposée. Inconfortable. Mais honnête. Je n'ai pas trahi par passion. Je n'ai pas trahi par manque d'amour. J'ai trahi par peur. Peur de décevoir. Peur de briser l'image. Peur d'admettre que quelque chose en moi demandait à changer. Je voulais être aimé sans être vu. Désiré sans être connu. Protégé sans être honnête.
Et ça ne fonctionne jamais. Un jour, je l'ai croisé par hasard. Dans la rue. Rien de préparé. Rien de dramatique. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il avait l'air différent. Plus calme. Plus ancré. Moi, j'étais encore en morceaux. On a échangé quelques mots. Polis. Courts. Et au moment de se quitter, il a dit. J'espère que tu vas apprendre quelque chose de tout ça. Ce n'était pas une attaque. C'était un souhait. Et c'est là que j'ai compris. Je pouvais rester prisonnière de la honte. Ou transformer cette chute en lucidité. Depuis, je vis autrement. Pas mieux. Pas plus heureux tous les jours. Mais plus vrai. Je parle quand quelque chose ne va pas. Je n'attends plus que le silence fasse le travail. Je n'utilise plus l'amour comme un refuge. Parce que l'amour n'est pas un abri. C'est un espace de vérité. Cette histoire ne demande pas pardon. Elle demande conscience. Si tu écoutes ceci et que tu te reconnais, si tu sens que quelque chose en toi se fissure doucement, n'attends pas que quelqu'un d'autre paie le prix de ton silence. Parle. Regarde-toi. Sois honnête. Parce que certaines maisons restent ouvertes. Mais certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais.